Buongiorno a tutti et bienvenue. Nous vous offrons de grands bons cœurs toutes ces fleurs de la Riviera qui emporte le nom. La Riviera dei Fiori, c'est dans la province d'Imperia, une des 4 qui constitue la région de la Ligurie, petite région d'Italie adossée à la montagne qui dégringole vers la Méditerranée, qui prolonge la Côte d'Azur et la Provence. C'est une région à la végétation luxuriante, comme écrivent les manuels touristiques. C'est une région dont l'alimentation, je n'ose pas parler de gastronomie, est simple. C'est une région où l'on mange à base de plantes, d'herbes, bien sûr, des produits de la mer, des pâtes, va de soie, avec quelques spécialités locales, généralement roboratives, et très peu de viande, parce qu'on n'a pas ici la culture des grands troupeaux, des grands espaces. On a celle des fleurs, qui est aussi un débouché économique pour cette Riviera qui, au-delà d'une histoire très ancienne, s'est ouverte dès la seconde moitié du 19e siècle au tourisme, autour essentiellement de Vintimille, de Bordighera et de Sanremo, qui n'est pourtant pas le chef-lieu de cette province, qui nous révèle néanmoins quelques surprises. Alors un œillet à la boutonnière, laissez-vous faire, laissez-vous prendre par la main pour cette escapade gourmande. Un balcon sur la Méditerranée, un accent circonflexe posé sur la Corse que l'on peut apercevoir par grand beau temps. Cette partie de la Ligurie correspond à la Riviera du Ponant. Est-ce la douceur légendaire de son climat qui y a attiré dès l'Antiquité les Romains, les Lombards et les Francs, avant de repousser les assauts des Vénitiens pour se fondre dans la désormais indépendante République de Gênes? Pourtant, de cette histoire mouvementée, l'actuelle province d'Imperia n'a conservé que peu de traces et moins encore de stigmates, comme si c'était la nature qui toujours prenait le dessus. Quelques vieux villages étagés sur les collines paraissent figés dans le temps, Cervo notamment, avec ses maisons aux couleurs vives enceintes dans une partie encore intacte des murailles génoises du XIIIe siècle. L'été, les accidents d'un important festival de musique de chambre résonnent jusque dans les vestiges baroques des anciennes demeures fortifiées. Le village voisin de Diano Marina est lui tout entier voué au tourisme de masse, un tourisme des 4 saisons. L'hiver, une importante population sédentaire de retraités y profite des bienfaits d'une météo sans rigueur et surtout sans pluie. Au XIXe siècle, les premiers estivants étaient tout autres, comme ce gentilhomme anglais, Lord Hanbury, enrichi en Chine, qui s'enticha d'un petit cap en surplomb de Vintimille. Il se mit en tête d'y faire pousser les espèces les plus rares. Le jardin botanique, qui porte aujourd'hui le nom de sa famille, est l'un des plus exceptionnels du genre, réparti sur 18 hectares en terrasse. Le botaniste Liberezzo Guglielmi est le continuateur du célèbre écrivain italo Calvino. Nous avons le plaisir de vivre dans l'une des plus belles régions d'Europe. Nous avons la possibilité de cultiver toute la flore, que ce soit l'hibiscus qui provient des régions du Pacifique, jusqu'aux palmiers des déserts d'Afrique en passant par les plantes d'Australie. Nous avons aussi des plantes dont l'origine se situe en Afrique du Sud. Bref, on retrouve toutes sortes de spécimens des 4 coins du globe dans un tout petit périmètre. In complesso c'è tutto il mondo in un piccolo pezzo. Les montagnes et surtout les collines dominent le paysage, favorisant la culture en terrasse. Mais tout est toujours ramené à la mer. Mer d'agrément essentiellement dans la province d'Imperia, où nous sommes loin de l'intense activité du port de Gênes. Ici aussi, la mer se la coule douce. Signora. È appena rosso.
Saremo pesca, scusa. Allora, dello squalo, 5,5 kg di nuovo, 11 euro, interessa che due. Alors le poisson que vous retrouvez dans votre assiette ici, qui fait évidemment partie des habitudes alimentaires et gastronomiques, il est nécessairement frais. Nous sommes au bord de la mer Méditerranée, de la Mar Ligure, comme on dit ici. Et pourtant, bizarrement, c'est pas vraiment un peuple de pêcheurs, bien sûr. Il y a des bateaux qui partent à la pêche tous les jours, enfin je devrais dire tous les soirs, un peu avant minuit pour rentrer au début de l'après-midi du lendemain avec des sardines, des soles, des plis, des homards, des langoustes, de la morue, bref, toutes les variétés de poissons que vous pouvez imaginer et qui sont alors proposés à la criée. Nous sommes en plein cœur de l'action ici pour des grossistes ou des restaurateurs. Et les enchères se font en dialecte de la région. On n'y négocie pas que du menu fretin. By Jove! Voilà un espadon de belle taille qui emportera son secret avec lui. 50 c'è l'Italia, 50 basta per tutti, via. Buonasera signora. Sì. Le prendeva una. Entre mer et montagne, entre tradition et modernité, mais toujours dans la simplicité, la cuisine de Ligurie traduit son terroir et sa géographie. Comme le prouve bien la Conciglia, une des meilleures tables de la province, étoilée par Michelin. Nous arrivons à combiner ensemble des produits comme les courges, en accompagnement du poisson, les crevettes accompagnées de haricots, le bar combiné aux artichauts. Terroir signifie mer et montagne. Cela signifie redécouvrir ce que nos aïeux utilisaient. Cela signifie valoriser, rendre agréable à notre palais en mettant toujours en avant l'immédiateté, la fraîcheur du produit, la qualité de l'aliment. Nous préparons nos crevettes découpées en deux. On ajoute la sauce de haricots de Cogno à l'huile d'olive extra vierge. Un peu de cerfeuil. Et on y met les bouts de lardo di colonnata et c'est prêt. Au sein d'une population d'1,5 million d'habitants, l'agriculture ne représente pas plus d'une dizaine de % de l'activité économique de la province d'Imperia. Partout, évidemment, l'olivier pousse et s'impose. Une quantité d'entreprises de taille variable sont actives dans ce secteur. C'est le cas de la famille Anfosso depuis 1945. Aujourd'hui, avec la même passion que ses prédécesseurs, Alfredo Luigi Anfosso a repris le flambeau. Nous vous présentons cette huile ligure DOP, produite exclusivement à partir d'olives taggiasca de la vallée d'Oneglia. Nous la versons sur le pain et vous pouvez remarquer la couleur de cette huile, jaune paille, qui est vraiment la caractéristique de l'huile ligure. L'huile de Ligurie doit être principalement jaune. Quant à la saveur, elle est typique de l'huile de Ligurie. Elle est fruitée mais légèrement douce et a souvent un arrière-goût d'amande. Les caractéristiques sont la douceur, elle est délicate et parfumée, elle est bien indiquée pour assaisonner les crudités et très utilisée pour cuisiner le poisson. Elle n'enferme pas le goût des autres aliments, mais les exalte plutôt. Une huile d'olive évidemment omniprésente dans la cuisine locale et en particulier dans le pistou ou plus exactement l'incontournable pesto. Le pesto se prépare dans le mortier.
On met une gousse d'ail, une ou deux, selon la quantité que l'on désire préparer. On retire souvent le cœur de la gousse pour la rendre plus légère. Après, on ajoute quelques pignons. On commence à écraser comme cela, puis on ajoute les feuilles de basilic. Ici aussi, on enlève le cœur du basilic. Et puis ensuite, on met un peu de gros sel pour que le basilic reste bien vert. On écrase bien jusqu'à obtenir une crème homogène dans son ensemble. Puis une goutte d'huile d'olive ligure et certains ajoutent même du fromage. Mais nous n'en mettons pas dans le pesto car tous les clients n'aiment pas le fromage. Anna, je peux goûter? Oui. Sur quoi? Sur un bout de pain alors peut-être hein? Ça sent extraordinaire, vraiment ça, jusqu'ici. Oui. Merci. Ça va? On n'est pas déçus, comme on dit. Alors, vous avez à votre carte des pasta al pesto? Des pasta al pesto. C'est fait des pâtes fraîches, c'est fait à la maison avec des pommes de terre et d'haricots verts. Les pommes de terre, c'est le compito d'absorber l'huile et tout le parfum de la pâte. À côté des traditionnelles pizzas, la farinata ou farine de pois chiche est une autre spécialité locale. Surtout quand c'est Bruno qui la prépare à sa façon, puisque chaque village de Nice à Gênes a son petit secret. Du sel, de l'eau en suffisance, des oignons frais coupés, de l'huile d'olive extra vierge sur la plaque chauffée avant d'enfourner le mélange pendant une dizaine de minutes. La farinata se prépare d'octobre à mai avant les grandes chaleurs. L'agritourisme est largement répandu en Italie et notamment en Ligurie. Comme ici, à la Molinella, dans le petit village de moyenne altitude d'Isola Bona. Toute la famille Moreau s'emploie à bien recevoir des touristes en quête d'authenticité et qui pourraient en juger de visu. Le potager et les serres qui fournissent la base de cette chaleureuse cuisine familiale sont à proximité des fourneaux et se retrouvent aussitôt dans l'assiette. Le paysage est largement strié de toutes parts de ces immenses capteurs solaires qui sont en réalité des serres de culture. Étant donné le manque de terres cultivables, on ne pouvait plus continuer à construire des serres dans lesquelles on a pu cultiver des plantes rares. Aujourd'hui, la floriculture est difficile en Ligurie. À l'heure actuelle, les œillets viennent d'Afrique, d'Asie ou du Chili. Par contre, leur durée de vie est minime et beaucoup de floriculteurs tentent d'aller dans ces régions afin de produire et de cultiver ces plantes pour les importer ici. Il serait plus pertinent de les cultiver ici, comme dans les jardins botaniques par exemple. Une floriculture qui connaît donc des temps difficiles et qui peut aussi avoir des débouchés encore timides en alimentation. Puisque la plupart des fleurs sont comestibles, on prépare des tourtes, des confitures et des gelées dans la composition desquelles elles entrent.
Alors on a évidemment en Italie la culture des marchés les plus importants dans la province qui nous occupe, sont ceux de Sanremo et de Vintimille, le fameux marché du vendredi où l'on entend autant parler français quelquefois avec l'accent belge qu'italien. Mais le marché de l'alimentation, lui, à Vintimille, il est quotidien. Ti prendi le scarpe africane qua, tutte fatte a mano. Les produits frais proviennent exclusivement de la culture locale. Ils respirent la nature et aussi la santé. Une route des saveurs peut être parcourue dans la province. Elle marque l'arrêt chez de petits producteurs, éleveurs et cultivateurs. Ils vendent chez eux ou sur les marchés, chaque village a le sien, le produit de leur travail. Les villes, on s'en doute, sont peu nombreuses. La mieux connue, Sanremo, qui ne se limite pas qu'au festival de la chanson italienne et à l'arrivée de la Primavera, une des plus populaires classiques cyclistes. Sanremo, l'élégante, vit essentiellement du tourisme. Et c'est le cas depuis la seconde moitié du XIXe siècle. Avant tout d'abord une villégiature de luxe qui a laissé des traces, comme ici à l'hôtel Royal 5 étoiles Luxe, qui fait partie des leading hotels in the world. L'hôtellerie de luxe, comme le Royal à Sanremo, c'est lettre de noblesse sur la côte Ligure. Merci, Monsieur Muller, de nous accueillir chez vous. C'est un hôtel qui remonte à quelle époque? Eh bien, il remonte la construction en 1872 et du fait que, si vous voulez, en 1871, le chemin de fer a été établi à Sanremo. Et le propriétaire de cet hôtel a construit donc le Royal à partir de ce moment-là, tout en ayant déjà des hôtels à Courmayeur. Donc c'est un pionnier de l'hôtellerie, si vous voulez, puisque c'est à partir de ce moment-là qu'on a eu toutes les têtes royales, tout le jet-set de l'époque, en fait toute la noblesse qui circulait dans les alentours de Sanremo. Et en plus de cela, on peut dire que aussi l'art culinaire a commencé à se développer à ce moment-là. Et disons, avec l'huile d'olive, qui était déjà à l'époque un produit très très apprécié, eh bien la tradition s'est accrue. Nous avons préparé un cannelloni à l'italienne farci au poisson. À l'intérieur de la pâte, on retrouve une farce de bar flambé au vin blanc. Une recette assez classique en Italie. On a d'abord mis un peu de sauce béchamel sur le cannelloni. Nous allons ensuite le mettre un petit moment au micro-ondes. On laisse une minute maximum. Pendant que le cannelloni se réchauffe, nous préparons la garniture. Un peu d'huile d'olive extra vierge, un peu d'ail et du persil. Nous mettons les coquillages, on laisse s'ouvrir. On les arrose ensuite de vin blanc. On ajoute des crevettes de Sanremo. On attend un moment que les coquillages s'ouvrent et que les crevettes cuisent un peu. Entre-temps, nous avons préparé un velouté de pommes de terre, de la Roma pescatrice et du concassé de tomates. On prend le cannelloni chaud, on le gratine un peu. On place le velouté sur l'assiette. On dresse le cannelloni. Nous ajoutons les crevettes. Et ensuite, nous ajoutons un fond de cuisson de homard.
Nous les mettons comme cela. Et enfin, une garniture simple, un peu de persil et une petite tomate cerise. Le plat est prêt. On ne sait si les reines et impératrices auraient apprécié cette préparation, mais peut-être l'ont-elles goûté. Tout comme Alfred Nobel qui passa à San Remo les dernières années de sa vie dans une villa à laquelle son nom est toujours attaché. Tout comme son voisin de Bordighera, Charles Garnier, le célèbre architecte de l'Opéra de Paris notamment, quelques-uns parmi de très nombreux hôtes de marque. Permettez-moi de vous présenter Marguerite, la reine Marguerite. Marguerite de Savoie, première reine d'Italie, l'épouse d'Umberto Ier, qui venait très souvent en villégiature à Bordighera sur la Riviera des Fleurs, où elle est décédée du reste, et qui se rattache avec un large clin d'œil à notre thème gastronomique. Marguerite Margherita, Margherita Pizza, Margherita, qui est une spécialité napolitaine, il est vrai, c'est cette fameuse pizza qui représente les trois couleurs du drapeau du jeune État, le rouge, de la tomate, mozzarella pour le blanc et le vert du basilic. À San Stefano al Mare, autre petite station de villégiature, mouillent quelques yachts de luxe. Le village aujourd'hui est voué au commerce, essentiellement de bouche. La Riserva est une adresse de référence. Comme entrée, on va préparer une salade d'homard avec des légumes qui sont produits dans la région, le basilic, la tomate qui est spéciale Corée des Boues, les petits oignons frais, et tout fait avec l'huile d'olive de notre région, produite par moi-même. D'huile d'olive et du citron. Ah, Igor, c'est pas souvent que vous êtes assis dans votre restaurant. Hein. Disons que jamais. Vous êtes mon invité. Dans ce qui est, je crois, le plus ancien restaurant de San Stefano al Mare. Ça fait 24 ans que je suis dans ce petit village, très sympa d'abord. Et j'aime beaucoup. Et disons que c'est presque mon village, parce que moi, je suis né à 2 km d'ici. C'est avec vos clients belges ou français que vous avez appris à parler un français aussi impeccable? Non, j'ai épousé une Française et en plus, j'ai travaillé à Monaco pour 8 ans, à Monte-Carlo. Et je crois qu'ici, vous travaillez en famille. Hein? Oui, on est ma femme et les 2 fils. Et après, on a 2 personnels qui nous aident depuis 20 ans. Et vous avez un fils qui est sommelier, c'est peut-être le moment de l'appeler d'ailleurs. Oui, hein? Karim, il faut servir du vin, je crois. Ah, franchement. Avec ce... Bonjour, bonsoir. Qu'est-ce que vous nous proposez avec le homard? Je vous propose un vin local, c'est un Vermentino, c'est un vin de la région qu'on produit en haut d'Imperia. C'est un vin qui va très bien avec l'homard parce qu'il a des parfums qui rappellent beaucoup la pêche et l'abricot. Je peux vous servir? Oui, volontiers. Alors on n'aura pas droit à du rouge aujourd'hui. Ah si, ça si j'ai pensé. Je voulais vous proposer un petit Rossese di Dolce Acqua. C'est un vin qu'on produit à Dolce Acqua, c'est un petit pays à côté de la frontière. C'est un vin rouge, pas trop tannique, qui va très bien avec le poisson, puisqu'il y a des cèpes et c'est un discret vin. On l'a vu faire. Allez, on va se mettre au travail. À votre santé. À la santé et un peu à la vôtre aussi. Bon, hein. Notre dernière étape, nous la marquerons dans l'arrière-pays, à Dolce Acqua, où trônent les ruines imposantes du château, forteresse d'Andrea Doria, le libérateur de la région. Et le typique pont de pierre plusieurs fois peint par Claude Monet, un autre hôte illustre de la région. Autour du village s'étagent les vignobles en terrasse abrupte du cépage local. C'est un cépage autochtone qui s'appelle le Rossese. Son origine est un peu controversée parce qu'on raconte qu'il pourrait provenir de France. Au début du siècle, la viticulture était beaucoup plus répandue en France et beaucoup de cultivateurs allaient dans le Var, près de Nice. Ils ramenaient des plantes et dès lors, on pourrait penser que son origine est de là-bas. Mais Napoléon, déjà à l'époque, parlait de la bonté de ce vin lorsqu'il est passé ici avec son armée et en a emporté avec lui. C'est un vin rouge de couleur rubis, pas trop intense. Il a un bouquet particulier parce que, selon nous, il prend un peu du parfum des fleurs, des roses et aussi des olives. C'est un vin très particulier. Un petit vin qui conserve manifestement en belle forme et en bonne humeur.
comme en témoigne Luigi Raimondo, bientôt 85 ans, qui chaque semaine réunit ses amis à la cave coopérative pour célébrer les joies simples d'une vie rustique à l'image de cette attachante région.